Je suis donc très heureux d'être là aujourd'hui parmi vous pour vous parler donc d'un thème très important, toujours d'actualité, qui est l'hypertension artérielle. Mais pour aujourd'hui, ça va être un thème très particulier parce qu'il est réservé à l'ensemble des praticiens pharmaciens. Et on va voir donc le rôle du pharmacien dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Avant tout, vous devez savoir pourquoi je suis aujourd'hui. Je suis pour vous apporter des nouveautés. Et les nouveautés, c'est quoi? Bien, c'est l'évolution de la science. La science a vocation de se contredire. Donc à chaque fois, on doit absolument se mettre en cause et revoir effectivement les dernières données pour pouvoir traiter le malade de façon optimale. Elle a vocation à se contredire et les connaissances médicales vont ainsi évoluer. Ce que je vais vous dire aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai dans quelques années. C'est pour cette raison donc, que vous voyez devant vous qu'il y a des recommandations qui sont de plus en plus rapprochées. Regardez bien qu'entre 2013 et 2018, nous avons un grand nombre de recommandations et je vous rappelle que les recommandations sont basées sur des méta-analyses, sur des analyses complémentaires d'essais, sur des stratégies de la pression artérielle, sur des registres et sur la courbe Angie que nous allons donc voir, à savoir que la diminution de la pression artérielle peut avoir aussi des effets néfastes lorsque elle est trop baissée. Et toutes ces recommandations sont basées effectivement sur des études, l'étude de Sprint en 2015 qui a été réalisée aux États-Unis et l'étude HOP3 en 2016. Alors voici les dernières recommandations sur lesquelles nous allons nous baser. Ce sont les recommandations européennes en matière d'hypertension artérielle. Ces recommandations sont extrêmement importantes et ce sont celles qui sont habituellement appliquées actuellement en Algérie. Je vous conseille vous pouvez les télécharger sur Internet. Voici donc le lien devant vous. Vous pouvez donc avoir tous les renseignements que je vais vous donner aujourd'hui, que je vais essayer de condenser. Il y a eu une différence entre 2013 et 2018 en matière de recommandations concernant le diagnostic de l'hypertension artérielle. En effet, avant, en 2013, on disait que la prise de la pression artérielle en cabinet était recommandée pour le dépistage et le diagnostic de l'hypertension artérielle. Nous étions en grade 1C. En 2018, il est recommandé de baser actuellement le diagnostic d'hypertension artérielle sur des mesures répétées de pression artérielle au cabinet, ou bien, et c'est très important ce que je vais vous dire, la mesure de la pression artérielle en dehors du cabinet médical, qu'on peut faire de deux façons, soit une mesure ambulatoire de la pression artérielle, soit en automesure. Donc ce sont deux méthodes extrêmement importantes que le pharmacien doit connaître. Il est donc important de savoir aujourd'hui que le diagnostic ne se fait pas uniquement sur une prise au niveau du cabinet médical et ceci est extrêmement important. Alors, je vais vous poser une question. Combien de minutes mettez-vous pour prendre la tension artérielle en officine? Ceci est très important. Est-ce que vous mettez 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes? Alors regardez bien la réponse. La réponse est celle-ci puisque la prise tensionnelle actuellement en cabinet médical ou bien en officine doit se faire de la façon suivante. 3 mesures de pression artérielle espacées de 1 à 2 minutes, plus une mesure si la première est supérieure de 10 mm de mercure par rapport aux suivantes. Il faut retenir la moyenne des 2 dernières mesures. Donc ceci est très important, extrêmement important. Tout a changé. Il faut donc savoir que vous n'allez pas prendre une seule mesure lorsque le patient se présente à vous. Une seule mesure est insuffisante et ne pourra pas être prise en considération. Donc c'est cette méthode qu'il faut absolument prendre
lorsque vous devez prendre la pression artérielle en cabinet médical. Connaissez-vous ce monsieur? C'est monsieur Laennec. C'est le docteur René, donc Théophile Hyacinthe Laennec, c'est l'inventeur du stéthoscope en 1816. Stéthoscope du grec, examen de la poitrine. En effet, Laennec a commencé à examiner avec ce stéthoscope la poitrine lorsque les sujets venaient le voir, notamment atteints de phtisie, de tuberculose. Le stéthoscope usuel moderne a été inventé par le médecin germano-américain David Littmann, qui donna cette forme définitive à l'instrument dans les années 1960. Le stéthoscope donc sert à prendre la pression artérielle. Et c'est un instrument donc fondamental. Donc la prise de la tension artérielle repose sur des instruments de mesure. L'instrument de mesure n'est pas uniquement le tensiomètre, mais aussi le stéthoscope qu'on oublie souvent, qui doit être de bonne qualité. Et regardez très bien comment on pose le stéthoscope, pas sous le brassard. Regardez que le brassard occupe les 2/3 de l'avant-bras, à 3 cm du pli du coude. Ceci est très important. Donc, cette méthode s'appelle méthode auscultatoire, car on utilise un stéthoscope avec un appareil anéroïde de prise tensionnelle. Or, l'appareil anéroïde est très fragile. Lorsqu'il tombe, il se dérègle. Et c'est très important donc de prendre en considération cet inconvénient majeur. C'est pour cette raison que d'abord, il faut s'assurer que notre appareil est de bonne qualité. Non seulement de bonne qualité, mais aussi que le brassard soit de taille adaptée à la corpulence du malade. Vous voyez ici que les recommandations américaines de 2017 insistent sur la circonférence du brassard. Et vous voyez donc très bien que le brassard adulte doit mesurer entre 27 et 34 cm. Et que nous devons avoir une multitude de brassards depuis la naissance, le nouveau-né nourrisson, l'enfant, l'adulte jeune, l'obèse. Et donc, pour prendre la pression artérielle, donc quel tensiomètre utilisez-vous? Cette question est fondamentale, car votre prise tensionnelle va dépendre de la qualité de votre tensiomètre. Et vous allez donner donc un chiffre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui va dépendre énormément de la qualité de cet instrument de mesure. Or, aujourd'hui, la mesure tensionnelle automatique doit être préférée en cabinet médical et en ambulatoire, et ceci en raison de sa performance. Donc le stéthoscope de Laennec va disparaître, malheureusement. Le tensiomètre anéroïde va être remplacé par ces tensiomètres automatiques qui se perfectionnent de plus en plus. Et vous voyez donc très bien qu'au milieu, vous voyez un tensiomètre avec une multitude de brassards qui va vous permettre de prendre la tension artérielle depuis la naissance jusqu'à l'état adulte. De l'autre côté, vous avez un tensiomètre avec 2 brassards qui va vous permettre de prendre la tension artérielle au bras gauche et au bras droit en même temps. Et ceci est très important pour dépister ce qu'on appelle une anisotension. Enfin, à votre gauche, à votre droite plutôt, vous avez un tensiomètre de dernière génération qui permet de prendre non seulement la tension artérielle, mais le pouls et de suivre l'évolution de la pression artérielle durant plusieurs jours. Le tensiomètre donc électronique est le tensiomètre de l'avenir. C'est le tensiomètre donc qui va donc remplacer le tensiomètre anéroïde. Cependant, il doit être aussi de bonne qualité et il doit être homologué. Et l'homologation est fondamentale, est obligatoire. Voici une prise tensionnelle correcte où le malade doit être torse nu. Il est impensable de prendre la tension artérielle avec les vêtements. C'est interdit parce que les vêtements sont constricteurs et empêchent la prise tensionnelle correcte. On ne prend jamais la pression artérielle avec les vêtements et en retroussant les manches. C'est interdit.
Le brassard doit occuper les 2/3 du bras et dépasser le pli du coude de 3 cm. Ceci est très important. Le malade doit être assis ou bien en position couchée. Assis, c'est possible. Et on automesure, lorsque le malade prend lui-même sa tension artérielle, il doit être assis. Est-ce que la prise tensionnelle ici est correcte? Non. C'est une mauvaise prise parce que le malade a retroussé les manches. Que le brassard n'occupe pas les 2/3 du bras et n'est pas à 3 cm du pli du coude. Et vous voyez donc très bien que la prise tensionnelle ici est mauvaise. Ici, quelle est l'anomalie? L'anomalie, c'est que le malade, donc, serre le poing. Le poing doit être relâché pour que la pression artérielle puisse être prise correctement. Donc ici, c'est une autre anomalie. Quant au tensiomètre au poignet, certains tensiomètres sont homologués, mais nous préférons, comme l'ensemble des experts, la prise tensionnelle au niveau du bras, qui est humérale et qui est bien plus facile. N'oubliez pas que le fond de l'œil est très important. Le fond de l'œil est très important et peut vous donner une image réelle du niveau tensionnel du patient. Si un fond de l'œil est pathologique comme celui-là avec des œdèmes et des exsudats, cela voudrait dire que l'hypertension artérielle est sévère et qui a déjà retenti. Donc c'est un élément fondamental et je dois insister avec vous aujourd'hui pour vous dire que le fond de l'œil fait partie de l'examen clinique. Voici donc le diagnostic de l'hypertension artérielle à partir donc d'un instrument de mesure. Le diagnostic de l'hypertension artérielle est certainement le diagnostic le plus difficile à faire. Il n'est pas facile de prendre la pression artérielle. Donc nous devons faire très attention. Nous avons donc la prise tensionnelle en dehors du cabinet médical, chez le malade. Le sujet doit prendre sa tension artérielle à domicile, en automesure de préférence. La mesure ambulatoire de la pression artérielle est très intéressante et réservée à certains cas particuliers. Elle est coûteuse, elle n'est pas facile à faire, mais l'automesure est moins coûteuse. Elle nécessite un appareil automatique familial qu'on peut laisser à la maison et le malade va prendre la tension artérielle assis sur la chaise, le bras sur la table et on va donc lui mettre le brassard sur le bras à 3 cm du pli du cou. Ceci afin de confirmer le diagnostic d'hypertension artérielle. Vous ne pouvez jamais confirmer le diagnostic d'hypertension artérielle si vous n'avez pas la prise tensionnelle en dehors du cabinet médical. Et ceci est fondamental parce que nous avons actuellement la notion de ce que nous appelons l'hypertension artérielle blouse blanche et ce que nous appelons aussi l'hypertension artérielle cachée. L'hypertension artérielle cachée ou masquée est une hypertension artérielle qui ne survient qu'en dehors du cabinet médical. Lorsque le malade vient voir son médecin ou son pharmacien, la pression artérielle est normale. Lorsqu'il quitte l'officine ou lorsqu'il quitte le cabinet médical, la pression artérielle va s'élever. Et à ce moment-là, elle sera cachée. C'est la pression artérielle la plus dangereuse qu'il faut dépister. On ne pourra la dépister que lorsque on prendra la pression artérielle en dehors du cabinet médical. Ça, c'est une notion nouvelle que vous devez tous connaître et qui est fondamentale dans le diagnostic. Comment doit-on répéter la pression artérielle lorsque nous sommes devant des cas, par exemple, normaux? Si la pression artérielle est optimale, nous allons voir le chiffre, c'est l'idéal, on doit la prendre tous les 5 ans. Si la pression artérielle est normale, on doit la prendre tous les 3 ans. Et tous les ans, si la pression artérielle est normale, haute. Chez les patients de plus de 50 ans, un dépistage plus fréquent de la pression artérielle au cabinet médical doit être envisagé. La définition de l'hypertension artérielle demeure inchangée par rapport aux lignes directrices de la Société européenne d'hypertension artérielle de 2013, mesurée comme une pression artérielle au cabinet médical supérieure à 140/90 et plus. Il y a 4 situations cliniques extrêmement importantes. La pression artérielle peut être normale en consultation et en ambulatoire chez des sujets normaux tendus ou contrôlés, si traités.
Je répète, vous avez une pression artérielle normale en consultation et en ambulatoire, c'est-à-dire en dehors du cabinet médical. Ce que vous pouvez dire, vous pouvez affirmer que le sujet est normotendu, n'a pas d'hypertension artérielle, ou bien lorsqu'il a une hypertension artérielle, vous allez dire que le sujet est bien contrôlé. Vous ne pouvez pas dire qu'un sujet est bien contrôlé si vous n'avez pas les chiffres tensionnels en cabinet médical et si vous n'avez pas les chiffres tensionnels en dehors du cabinet médical. Ceci est très important. La pression artérielle élevée en consultation en ambulatoire, cela voudrait dire que ce sont des sujets hypertendus. C'est sûr, c'est l'hypertension artérielle permanente, en cabinet médical, en dehors du cabinet médical. Ou bien, lorsque les sujets sont traités, s'ils sont traités, eh bien, ils ne sont pas contrôlés. Un sujet qui est hypertendu, qui est traité, qui vient en consultation et qui a des chiffres tensionnels élevés, en dehors de la consultation qui sont normaux, eh bien, il est hypertendu, non contrôlé, si vous avez déjà fait le diagnostic au départ. A l'inverse, si le sujet vient en consultation et qui a des chiffres tensionnels normaux et qui vous présente une automesure pathologique, n'est pas contrôlé du tout. Et ça, c'est extrêmement important pour bien contrôler un sujet. La pression artérielle peut être élevée en consultation, mais normale en ambulatoire. C'est ce qu'on appelle l'hypertension de consultation ou hypertension artérielle blouse blanche, comme vous le savez. La pression artérielle normale en consultation peut être normale en consultation, mais élevée en ambulatoire, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est l'hypertension artérielle masquée. Donc voici les 4 situations. Vous devez avoir ça au niveau du cabinet médical ou de l'officine. Et lorsque le malade arrive, vous cochez la case où il se trouve. C'est tout. Et vous devez donc savoir où se trouve votre patient. Très important dans le suivi. Et c'est comme ça que vous allez suivre correctement votre patient en le classant dans une des classes donc des situations cliniques. En matière de recommandations européennes, ce que je vous ai donc dit tout à l'heure, la pression artérielle optimale est de 120/80. C'est la pression optimale, la meilleure qu'on puisse avoir. Ensuite, vous avez la pression normale, elle se situe entre 120 et 129 et 80/84. Ça, c'est la pression dite normale. La pression haute, là, il faut faire attention. Ce sont des sujets qui ne sont pas hypertendus, mais qui ont une pression artérielle systolique inférieure à 140 et diastolique inférieure à 90. Mais attention ici, la pression systolique est entre 130 et 139 et la diastolique est entre 85 et 89. Il faut faire très attention, surtout chez le sujet à haut risque, parce que ce sont des sujets qui vont devenir hypertendus. Et ce sont des sujets qui sont à haut risque s'ils ont d'autres pathologies associées. Donc c'est une tranche d'hypertendu à très haut risque qu'il faut absolument dépister. Et c'est donc extrêmement important de le savoir. C'est cette tranche-là qui doit bénéficier le plus de l'automesure et de la mesure ambulatoire de la pression artérielle pour voir comment est la pression artérielle en dehors du cabinet médical. Le diagnostic d'hypertension artérielle est fait évidemment sur des pressions supérieures ou égales à 140/90. Là, je vais aller donc assez rapidement pour vous montrer ce tableau très important pour vous. Alors, vous voyez donc très bien que l'hypertension artérielle est classée en pression artérielle normale haute. Je vous ai dit, c'est la préhypertension pour certains et c'est une catégorie extrêmement importante. L'hypertension de grade 1, vous avez les chiffres devant vous. De grade 2, vous avez les chiffres devant vous. De grade 3, vous avez les chiffres devant vous. Alors, comment la conduite à tenir? Elle est différente. Si le sujet a une pression normale haute, vous allez dire, mais qu'est-ce que je dois faire? D'abord, les conseils hygiéno-diététiques, évidemment. Est-ce que je dois la traiter puisqu'il n'est pas hypertendu? Dois-je la traiter? Regardez, la réponse est en jaune. Il faut envisager le traitement pharmacologique chez les patients à très haut risque. Donc, je vais traiter un malade
qui n'est pas hypertendu, mais qui a risque de devenir hypertendu. Et je vais traiter un malade dont les chiffres sont proches de l'hypertension et qui risque évidemment d'entraîner des répercussions. C'est une nouvelle vision des choses. Ayant une maladie cardiovasculaire, le sujet qui a une maladie cardiovasculaire, je dois baisser plus, et au coronaire. Lorsque j'ai une hypertension de grade 1, les chiffres sont devant vous, conseil gynédététique obligatoire, traitement pharmacologique immédiat. Là, je n'attends pas. Si le sujet a très haut risque, il faut le traiter tout de suite. Je n'attends pas. Il a très haut risque. Donc l'évaluation du risque cardiovasculaire est importante. Ou avec une maladie rénale au retentissement viscéral de l'hypertension. S'il y a une maladie rénale au retentissement viscéral de l'hypertension, il faut le traiter. L'hypertension de grade 3. Traitement pharmacologique immédiat. Immédiat. Là, on n'attend pas. Chez tous les patients, là, il n'y a pas de question de calculer le risque. C'est fini. Là, vous allez entrer dans une étape de complication. Donc, on doit traiter. Il n'y a pas à calculer le risque. Et l'hypertension de grade 3, alors là, c'est encore plus grave. Il faut immédiatement traiter le patient parce qu'il est en menace d'atteinte d'un organe cible. Voici donc les 4 catégories d'hypertension artérielle, comment on doit les traiter actuellement. Et voici les cibles. Comment on doit atteindre une cible tensionnelle. Alors la cible, regardez très bien, actuellement, elle est basée sur l'âge. Non, je ne lâche pas, j'ai l'habitude, mais ça ne marche pas. Je sais pourquoi ça ne marche pas. L'âge entre 18 et 65 ans, c'est le premier âge. Le deuxième âge, 65-79 ans. Le troisième âge, supérieur à 80 ans. Donc il faut bien fixer ces âges. Et en haut, vous avez l'hypertension seule, l'hypertension chez le sujet diabétique, l'insuffisance rénale. Non, regardez. Si j'appuie ici, regardez. Voilà, ça marche maintenant. Alors, de 18 à 65 ans, de 18 à 65 ans, lorsque le sujet est simplement hypertendu, ma cible doit être de 130, si c'est bien toléré, mais pas en dessous de 120. Donc, lorsque je traite mon malade, je dois avoir une cible de moins de 130. Un sujet hypertendu doit avoir moins de 130. La pression normale, la pression pour laquelle je dois traiter est de 140 systolique. S'il est diabétique, la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais s'il est insuffisant rénal, je ne baisse pas trop pour laisser une pression de perfusion rénale. La maladie coronaire, c'est 130 aussi. Les antécédents d'accidents vasculaires cérébraux ou d'accidents ischémiques, c'est 130 aussi. Et la diastolique, pour tout le monde, entre 70 et 80. La diastolique, toujours en dessous de 80. 70-80. Donc, il n'y a qu'une seule différence, c'est l'insuffisance rénale. Lorsque le sujet a plus de 65 ans jusqu'à 80 ans, c'est 130, 140. Pour tout le monde. 130, 140 pour tout le monde. Supérieur à 80 ans, 130, 140 pour tout le monde, si c'est bien toléré. Et là, pour la diastolique, vous voyez très bien que c'est entre 70 et 80 pour tout le monde. Donc, on a bien simplifié les choses pour pouvoir traiter correctement les patients. Alors, il faut avoir des seuils, des cibles plus bas, mais pas trop. On traite au-dessus de 140 mm de mercure, sauf après 80 ans. Après 80 ans, on traite à partir de 160. Il ne faut pas trop baisser les chiffres tensionnels.
parce qu'il faut préserver la circulation cérébrale et rénale. La cible le plus près possible est de 130 mm de mercure, nous l'avons vu, mais pas en dessous de 120 mm de mercure. La pression artérielle diastolique doit être entre 70 et 80 mm de mercure. Voici un résumé des seuils à atteindre lorsqu'on traite un sujet hypertendu. Alors voilà l'algorithme très simple de prise tensionnelle que je vous propose. D'abord, c'est toujours la bithérapie maintenant, en un seul comprimé. 2 médicaments dans un seul comprimé. Et on commence par un IEC ou NRA2 plus un inhibiteur calcique ou diurétique. Il faut évidemment envisager une monothérapie quand il y a un risque évident de trop baisser les chiffres tensionnels. L'étape 2, c'est la triple combinaison. IEC ARA2 plus inhibiteur calcique plus diurétique. Bien sûr qu'il y a toujours IEC ou ARA2. Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve de différence entre les deux dans l'hypertension artérielle. En étape 3, c'est la triple combinaison. Vous avez une triple combinaison, 2 fixes et 1 libre. Hypertension artérielle, là on va ajouter une spironolactone 25 à 50 mg ou un autre diurétique, un alpha-bloqueur ou un bêta-bloqueur. Il faut envisager une prise en charge dans un centre spécialisé car vous devez rechercher ici une hypertension artérielle résistante. Alors pour l'aspirine, c'est important pour vous. Est-ce qu'il faut donner de l'aspirine à un sujet hypertendu? Je vous dis attention, l'aspirine augmente le risque hémorragique cérébral. Il ne faut pas donner de l'aspirine, surtout chez le sujet âgé, lorsqu'il est hypertendu, parce que le risque hémorragique s'élève beaucoup. Alors quand est-ce qu'il faut donner l'aspirine? L'aspirine, à faible dose, 75 à 100 mg, peut être envisagée dans prévention primaire dans certains cas d'adultes âgés entre 40 et 70 ans présentant un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral que le risque de saignement. Si le risque de saignement est supérieur, on ne donne pas. Or, le sujet âgé saigne beaucoup dans le cerveau. Donc, il faut faire très attention à l'aspirine. Il ne faut pas donner de l'aspirine comme ça. C'est plus systématique. Et je vous conseille de ne pas donner d'aspirine à un sujet âgé quand il nécessite. Le mode de vie, le sel, très important d'avoir donc moins de 6 grammes de sel par jour. Il faut proposer une activité physique régulière, proposer une réduction pondérale, consommer 5 fruits et légumes par jour. Ceci donc, vous connaissez tout ça, c'est très important. Je terminerai par l'urgence hypertensive. Il y a beaucoup de fautes en Algérie. En cas de chiffre tensionnel élevé, sans contexte clinique menaçant, il ne faut jamais injecter par voie intraveineuse du Loxène. C'est interdit. C'est dangereux. Et ça tue le malade. Or, nous voyons jusqu'à présent des injections de Loxène lorsque les chiffres tensionnels sont élevés. C'est quoi le risque? Risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde, d'insuffisance rénale aiguë. Donc il faut faire extrêmement important à ne pas injecter de Loxène, c'est la voie orale qu'il faut privilégier. L'alerte a été donnée déjà en 2015, et je vous lis, en raison de graves accidents ayant entraîné le décès de certains patients et la survenue d'événements cardiovasculaires graves, lors de l'injection de la nicardipine, de Loxène par voie intraveineuse. Avant la nifedipine, la dalate était contre-indiquée, c'est un inhibiteur calcique. Pourquoi la voie sublinguale est contre-indiquée et la voie intraveineuse n'est pas contre-indiquée? Réfléchissez. Donc, c'est une anomalie très grave en Algérie. Dans tous les pays du monde, on n'injecte plus le Loxène. C'est la voie orale. Voici l'alerte. Et la nicardipine ne doit être administrée que dans l'hypertension aiguë menaçant le pronostic, quand il y a un infarctus, mais pas en embolus à la seringue électrique, quand il y a une hypertension artérielle du phéochromocytome, de l'éclampsie, etc. Il n'y a pas donc urgence à faire baisser les chiffres tensionnels.
On les doit les faire baisser progressivement sur plusieurs jours. La voix orale est la seule indiquée dans ce cas-là. Et je terminerai par cette citation de mon maître, le professeur Al-Jia Ben Aleg, qui disait très souvent « Ne soyez pas prescripteur, soyez plutôt thérapeute ». Réfléchissez bien à cette citation et je vous propose aussi de réfléchir sur la photo. Quel est le symbole de la photo qui est devant vous? Je vous remercie de votre attention.